Les supporters la détestent. La pression pendant 90 minutes, elle gère. Sur le terrain, la loi, c'est elle. Elle a déjà mis un carton rouge à Ronaldo, mais en IMO, c'est 0. Pour être proprio, c'est Bruno. Bonjour à toutes et bonjour à tous, bienvenue dans Proprio à tout prix, votre magazine de l'immobilier. Bonjour Jean-Philippe. Bonjour Bruno, bonjour à tous. La crêpe, crêpe, c'est le week-end de la Chandeleur. Ça y est, moi je suis prêt, j'ai ma poêle. Mais là c'est de la mini crêpe là. Ah, c'est mini, oui, mais mini crêpe, j'ai même pas la pâte. Mais bon, je vais pas le budget pour avoir une vraie crêpière. Toi, c'est plutôt la carotte. Alors attention. Quoi de neuf, docteur? Ah, le neuf. Et oui, évidemment, on va parler du neuf. Ben oui, alors le neuf est une préoccupation des Français en 2025, puisqu'il y a eu une crise extraordinaire en 2024. Et on va s'attarder aujourd'hui à regarder comment résoudre ces problèmes. Eh bien, on va tout savoir grâce à nos consultants qui sont allés voir dans leur ville, dans leur région. Bon, nous aurons en troisième partie un invité prestigieux, puisqu'il s'agit du vice-président du Sénat, qui viendra nous éclairer sur les aspects parlementaires et les lois qui pourraient émerger en 2025 sur le neuf. Et puis vous recevez quand même l'invité du samedi. L'invité du samedi, c'est un comédien, il est corse, il s'appelle Michel Ferracci. Alors peut-être que le nom ne vous dit rien, mais quand vous allez le voir, vous allez dire, mais oui, bien sûr. Oui, on l'a beaucoup vu en 2024, on va beaucoup le voir en 2025, puisqu'il il y a un film qui sort avec lui, qui s'appelle Le Mohican, dans quelques jours. Donc on en parle avec lui et on parlera de son immobilier également. Évidemment. Bon, nos experts sont en place, on y va. Pour cette première partie d'émission, 4 experts au top. Mathias, Grenoble. Alors, vraie crise ou fausse frayeur? Vraie crise, vraie crise. Vraie crise. Bien sûr, Tiffany qui représente le Nord avec sa petite fleur dans les cheveux, maintenant devenue mythique. Dans le Nord, est-ce que effectivement le neuf, on voit des sujets un petit peu délicats Oui, c'est vraiment une vraie crise. On a rencontré plusieurs personnes et effectivement, le neuf, c'est vraiment une crise qui est bien présente. Et nous avons deux Laurent, un nouveau, Laurent Lebrun, qui vient de la région de Strasbourg, d'une ville que je ne vais pas me... Trochtersheim, voilà. Et Laurent, de Francheville, Lyon, la région lyonnaise, Rhône-Alpes. Sur le neuf, on a un petit frémissement, on va en parler dans l'émission. On a effectivement connu la crise ces 2 dernières années dans le neuf, mais on a effectivement un petit frémissement depuis le dernier trimestre, là, 2024. Donc j'espère que les perspectives 2025 seront en tout cas au rendez-vous. Je l'espère. Voilà. On a un pensionnaire maintenant récurrent qui est Olivier Pontenot, notaire de son État, représentant de la Chambre des notaires de Paris. Exactement. Qu'est-ce que tu as comme vision générale du marché du neuf et de la crise dont tout le monde entend parler? Depuis 2 ans, on voit moins de projets de neuf dans nos études, que ce soit des lancements côté promoteur ou que ce soit des projets de clients particuliers. Tout simplement parce qu'il y a eu un effet de ciseau entre hausse des taux, hausse du coût des matériaux et fin de dispositifs comme le Pinel. Et ça a arrêté net le secteur du neuf, on l'a vu sur le terrain. C'est ça. Bon, on en parlera un petit peu plus en détail tout à l'heure, mais vous le savez, vous avez la parole dans cette émission. Et Mathias a été dans la rue demander si vous étiez plutôt neuf ou plutôt ancien. Très bien pour démarrer ce débat. Moi, je pense que le neuf, c'est une bonne solution. Niveau perte d'énergie, tout ça, les logements neufs, je pense que c'est quand même plus intéressant. Et en plus, il y a des choses qui sont mises en place également pour que ce soit plus accessible. Je pense qu'à l'heure actuelle, avec les nouvelles lois qui vont sortir sur les lois énergétiques, je pense que ce serait peut-être pas mal maintenant d'acheter du neuf. Moi, j'ai 2 appartements que j'ai mis en locatif. Et si j'avais dû acheter du neuf, je l'aurais pas fait parce que c'est un petit peu cher. Moi, je suis en plein dedans. Là, je suis en train de construire une maison. Je suis trop contente. La beauté du neuf, on rentre, il n'y a rien à faire, tout est propre. C'est à mon avis une bonne solution pour pouvoir avoir un appartement complètement fait sur mesure. Dans l'ancien, c'est là où j'ai trouvé la meilleure rentabilité en tout cas. Une seule fois, j'ai été propriétaire dans l'ancien, je l'ai revendu et là j'ai sauté sur l'occasion, je peux acheter dans le neuf et du coup je le fais. Mais le prix au mètre carré, c'est du délire. D'accord. Ça divise la France, le neuf et l'ancien. Laurent, je commence par toi. Les gens sont assez au courant qu'effectivement, il risque d'y avoir des problèmes pour les logements G qui ne peuvent plus être loués depuis le 1er janvier 2025. Tout à fait. Des questions, les gens se posent des questions sur l'achat du neuf. Maintenant, on a un petit problème contextuel dont on a parlé tout à l'heure, c'est qu'aujourd'hui, on a des taux qui ont augmenté quand même. Donc les taux, c'est pas neutre parce qu'on sait que le neuf, c'est entre 15 et 20% plus cher que de l'ancien. Et on le verra dans cette émission. Finalement,
finalement, sur le long terme, ça ne coûte pas plus cher d'acheter dans le neuf. C'est équivalent. Et sur ce micro-trottoir, j'ai été étonné parce que moi, je pensais que les jeunes avaient beaucoup plus de mal pour acheter du neuf parce que le prix du mètre carré est plus cher. Et sur ce micro-trottoir, j'ai interrogé pas mal de jeunes primo-accédants et ils sont vraiment attirés par le neuf, par l'écologie, par toutes ces normes. Et voilà, donc c'est plus dur pour eux, mais je pense que c'est une bonne chose. Ce qui est positif, c'est qu'effectivement, il y a eu une grosse crise au niveau du neuf, mais on se rend compte que les gens sont de plus en plus sensibles aux économies d'énergie et on sait qu'en construisant du neuf, on va avoir forcément des diminutions des coûts des énergies. Alors certes, c'est plus cher peut-être à l'achat, mais au final, c'est un peu... Alors frais de notaire réduits. On se retourne vers Olivier. Qu'est-ce qui se passe? C'est combien les frais de notaire dans le neuf? On économise 6%. 6%. Au lieu de payer en moyenne 8% dans l'ancien, on paye 2% dans le neuf. Donc c'est à prendre en compte dans l'étude de marché qu'on fait par rapport au différentiel de prix. Dans certains secteurs, il y a même une TVA réduite à 5% au lieu de 20%. Donc on économise 15% au niveau de l'achat. Quel secteur, par exemple? C'est des secteurs sensibles au logement ou... Voilà, c'est des secteurs que les pouvoirs publics veulent soutenir en termes de construction de logements et de pouvoir d'achat des ménages, effectivement. Bon, très bien. Donc, il y a du pour, il y a du contre. Bien évidemment, les gens, quand même, ont tendance à regarder d'abord quand ils veulent acheter et quand ils veulent investir dans l'ancien. Mais le neuf est une alternative quand même assez intéressante, malgré la crise que l'on a vue en 2024. Alors, il y a d'autres avantages sur le neuf, on en a parlé, c'est que ça apporte aussi une sécurité. Parce qu'aujourd'hui, on a des garanties sur le neuf que nous n'avons pas sur l'ancien. Et ça, effectivement, les personnes y sont plutôt sensibles. Bon, on va regarder un petit reportage de Marie-Hélène Antoine. C'est Nelly Villaca à Metz qui a été l'interviewer. Elle est chargée d'urbanisme. Elle nous donne une vision, je dirais, côté pouvoir public. Regardez. En effet, on constate aujourd'hui une baisse significative des permis de construire accordés. Pourquoi? Parce qu'il y a différentes raisons. Il y a des contraintes administratives, il y a des contraintes de coûts avec l'augmentation considérable des matériaux et des contraintes législatives, puisqu'on peut parler aussi de la loi qui date de 2021, la loi climat et résilience, qui contraint dans une première partie quand même la construction, notamment par exemple sur la pose de panneaux solaires ou de toitures terrasses végétalisées lors de la construction de bâtiments à usage de bureaux et également sur les aires de stationnement, donc sur les parkings qui font plus de 500 mètres carrés et pour les bureaux, donc c'était du 1000 mètres carrés. Ensuite, on peut parler effectivement aussi de la loi ZAN qui date de 2023, qui est une loi qui doit limiter, on va dire, l'extension des constructions sur le territoire donné. On peut aussi évoquer les études d'impact qui sont également obligatoires pour certains projets et qui sont avec des seuils. Et le code de l'environnement prend une part importante maintenant donc au niveau du code de l'urbanisme et c'est une des difficultés qu'il faut absolument surmonter. Elle nous a balayé toutes les réglementations nécessaires pour construire. Il y a de quoi s'arracher les cheveux, les amis. Ça fait peur. Après, c'est les délais qui sont vraiment très longs. Alors après, quand on veut construire dans le neuf, il faut vraiment être prêt. L'ancien est très pratique parce qu'au bout de 3 mois, on peut devenir propriétaire. Aujourd'hui, quand on achète du neuf, entre l'achat du terrain, avec les différentes pièces administratives, les permis de construire, etc. C'est ça. Bon, là j'aimerais qu'on donne un peu la parole aux acheteurs, parce qu'effectivement, on parle de crise en 2024. On le rappelle, plus de 300 défaillances de promoteurs, plusieurs centaines de cas en France de gens qui se sont retrouvés un peu dans la panade. Est-ce que vous avez eu le cas, par exemple, Laurent? Alors moi, j'ai eu le cas sur un programme sur Lyon, sur Tassin, côté de Lyon, où effectivement des gens avaient réservé, on était dans une copro qui se construisait par un promoteur sur effectivement 30 logements. Bon, les premières réservations, généralement, c'est les toits terrasses plutôt sympas de gens qui viennent de maison. Donc, alors, qu'est-ce qui s'est passé? Le promoteur a fait faillite? En fait, non, le promoteur n'a pas fait faillite, c'est qu'il a vendu en bloc l'immeuble qu'il a construit donc à des, on va dire, à des bailleurs sociaux. Et du coup, les gens qui ont réservé, qui avaient engagé des frais pour vendre leur maison ou autre, se retrouvent effectivement dans la panade et n'ont pas l'appartement qu'ils avaient prévu initialement. Alors, des faillites, vous en avez eu dans votre secteur, Mathias?
Moi, j'en ai pas eu tant que ça, parce que comme on est près de la frontière suisse, tous mes promoteurs sont blindés. Non, ils sont pas blindés, mais ils travaillent vers le pays de Gex, vers la frontière, et les frontaliers ont plus de pouvoir d'achat, parce qu'il y en a certains qui ont 3 fois le salaire, donc c'est plus... On va regarder, Tiffany, tu as été voir Maud et Loïc qui ont fait le choix du neuf. C'est ça, ils ont fait le choix du neuf. On regarde ce qu'ils nous disent, c'est intéressant. Nous avons décidé de faire construire plutôt que d'acheter une maison déjà faite, parce qu'en se renseignant sur les maisons déjà construites, il y avait toujours quelque chose en fait qui nous plaisait pas. Et après mûre réflexion, on a décidé de se lancer. Comme on n'était pas du tout du métier, on a décidé de leur faire confiance. Sur la phase commerciale, on a trouvé une dame très à notre écoute qui a su nous comprendre. Après, on n'est pas tombé face à un conducteur de travaux à 100% à notre écoute qui communiquait très peu. Ce qui fait que dans la maison, on a eu des surprises sur des erreurs faites. Après, d'un point de vue remise des clés, ces délais ont été respectés. Laurent, je me retourne vers toi. À Strasbourg, est-ce qu'il y a encore des terrains? Est-ce que les permis de construire se délivrent facilement? Alors, sur Strasbourg, les terrains sont rares, parce que c'est une ville qui est très urbanisée, mais aux alentours de Strasbourg, effectivement, il y a des terrains qui sont à construire, qui trouvent preneurs, enfin, plus difficilement en ces temps difficiles pour les promoteurs. Ouais. Voilà, donc c'est... La recherche du foncier, c'est un des points importants d'un promoteur pour pouvoir réaliser une opération, Mathias. Exactement, et ce que je remarque ces dernières années, c'est que même en temps de crise, les prix ne baissent pas. En tout cas, chez moi, en Rhône-Alpes, les terrains sont toujours là, mais ça ne baisse Laurent pas. Alors, je confirme, tout à fait. Alors après, c'est la rareté qui fait... Après, il y a une explication aussi qui est importante. On parle de crise du logement, du neuf actuellement. Il faut savoir qu'il y a un promoteur, on en a parlé tout à l'heure, entre le moment où il va trouver un terrain, ses démarches administratives, il y a 5 ans qui vont se passer. Ouais. Donc les achats qui ont été faits il y a 5 ans en arrière, avec ce qu'on a traversé et la crise actuelle, fait qu'aujourd'hui, il ne peut plus baisser ses prix. Bon, on verra un petit peu qu'est-ce qu'on peut faire quand on a un promoteur qui, dans cette émission, défaille. J'aimerais quand même qu'on regarde l'autre côté de la lorgnette avec quelqu'un qui a acheté dans l'ancien, justement. Il a eu peur du neuf. C'est Tiffany qui a été l'interviewée. La maison, on devait bâtir sur un terrain qui appartenait à mes parents, mais pour des raisons administratives, ça n'a pas pu se faire. Du coup, ça nous faisait rechercher après un terrain, il fallait trouver dans le secteur qui nous convenait. On dépassait le budget, la maison, le terrain, c'était pas possible. Du coup, on a préféré repartir sur une maison existante et la rénover par nous-mêmes, qui nous a fait également économiser de l'argent, et du coup on a pu aussi mettre des petits gadgets supplémentaires ou des choses un peu plus coûteuses qu'on n'aurait pas pu se permettre si on avait fait construire ou appel à d'autres entreprises. Alors là, ça nous permet d'habiter aussi la maison sans pour autant que tout soit fini, mais ça reste largement vivable. L'ancien a aussi effectivement ses atouts. On le voit, cette dame, elle a choisi délibérément d'acheter dans l'ancien et elle a écarté le neuf. Alors par défaut, par contre. Par défaut. Bah oui, parce que forcément au départ c'était le projet qui était initial. Après le neuf était devenu trop cher pour elle, surtout par rapport à l'acquisition du terrain qui lui était donné à la base. Et en fait au final, du coup ça n'a pas pu se faire et elle est partie dans l'ancien et elle a pu rénover une maison beaucoup plus grande. Je ne veux pas te couper, mais moi je préfère avoir une grande maison, la rénover, que voilà, qu'attendre 2 ans et une après, petite surface. Dans la rénovation, c'est un peu compliqué aujourd'hui aussi pour les acquéreurs qui se tournent vers l'ancien, parce qu'en fait, en fonction du DPE, dans les DPE, il est projeté à... Diagnostic de performance énergétique. Voilà, il est projeté un montant de travaux potentiel pour ramener le bien acheté à des normes qui soient acceptables. Et en fait, quand on dépose son financement à la banque, elle est obligée de tenir compte de cette somme de travaux. Donc ça impacte négativement forcément le pouvoir d'achat des acquéreurs. Donc, ça... Bon, alors le neuf, c'est aussi des charges moins élevées. Laurent, tu as été voir une de mes clientes, de tes protégées, et donc elle en parle très bien. J'ai décidé de partir dans un appartement, déjà pour tout ce qui est charge, parce qu'une maison demande énormément d'entretien. Pourquoi du neuf ? Et je me suis dit que j'avais une décennale,
Donc moins de travaux à faire, moins de surprises, mauvaises surprises, des charges notariales moins élevées. Pour moi, finalement, c'était vraiment un bon compromis. Donc en gros, entre deux logements, un logement ancien et un logement neuf, on peut espérer des économies sur l'énergie. Hein, on le voit, hein, les hausses de l'énergie, notamment dans le gaz, hein, ça a été affolant en 2024. Encore en janvier, je crois, 5,5% d'augmentation sur la facture de chauffage. C'est un argument important aussi pour l'investisseur parce qu'en fait, son logement sera plus attractif pour les locataires, sachant à l'avance que les charges seront minimisées. Justement, sur ces sujets, Audrey, notre consultante émérite, a été interviewée Laura qui nous parle de son constat sur son achat. Regardez. Il a quand même fallu chose très importante, qu'on choisisse un bon constructeur. Oui. Et ça, c'est pas toujours facile. Il faut quand même que, par des expériences d'autres personnes qui ont déjà construit, par exemple dans le lotissement ou dans notre entourage, tiens, tel constructeur, on a eu pas mal de problèmes avec lui, on a dû rajouter de l'argent, tout ça, ça nous a décidé à choisir un constructeur qui vraiment, pour jusque maintenant, nous accompagne vraiment très bien. On a pu monter le projet financier et tout rentrer dans notre enveloppe budgétaire, tout à fait. Okay. Et on a quand même bénéficié d'un accompagnement parce qu'on était, mon compagnon et moi, chacun dans 2 banques différentes. Et puis on a tous les 2 changé pour une nouvelle banque qui nous accompagne aussi dans ce projet. Ouais. Après, on n'en est qu'au début. On a déjà choisi la cuisine, par exemple. C'est vrai que maintenant, ça se fait très tôt parce qu'en fait, les banques demandent aussi des devis pour du carrelage, de la peinture, des cuisines, des extérieurs. Là, on est en cours pour le carrelage, par exemple. Donc là aussi, c'est un très gros budget parce qu'on a choisi de ne pas passer par le constructeur. D'accord. Et c'est même lui qui nous l'a recommandé. Ah ouais. Oui. C'est pas un long fleuve tranquille. Hein. Parcours du combattant. Ouais. Alors, au niveau des financements, par exemple, il faut demander des financements complémentaires pour son aménagement. Il y a quasiment entre 10 et 15% supplémentaires pour pouvoir aménager les extérieurs, les cuisines, les salles de bain, les clôtures, le macadam, etc. Bon. Donc il faut le prévoir dans son budget pour justement ne pas piocher dans ses économies. Mais c'est ça. Alors Laurent, toi tu as l'histoire d'un jeune qui a déjà investi, il a à peine 20 ans je crois. Hein. Un de nos clients, c'est un phénomène de l'immobilier. Effectivement, il a acheté 2 appartements. Tu as été le voir. Dans un immeuble neuf à Truchtersheim. Voilà, il vit encore chez papa et maman, donc il n'a pas de charge. Ah oui, il est tout jeune le gars. Hein. Voilà, il a 20 ans. Ouais. Il a 20 ans. Comme toi, Bruno. Comme moi, effectivement. Et moi, j'ai 20 ans de métier plutôt. Il a fait une SCI, il a mis les 2 appartements dedans. Ouais. Et en fait, ce qui l'a convaincu d'acheter dans le neuf, c'est ce qu'on disait tout à l'heure, c'est la perspective d'avoir des logements qui soient attractifs pour ses locataires, avec la certitude de maîtriser les charges. Donc, et il a acheté quoi comme appartement? Alors, c'est quoi comme petit appartement? Il a acheté un 2 pièces en étage et un 3 pièces en rez-de-jardin. Et au niveau du financement, du coup, ça s'est passé comment? Il était à la banque, il a fait un plan de financement, enfin, il a fait sa projection, son business plan. Alors, papa et maman l'ont aidé un petit peu sur l'apport, mais de manière minime par rapport à la globalité de l'opération. Franchement, c'est un phénomène. Donc, un futur rentier, Laurent, là. Oui, déjà, il a une belle perspective devant lui. Bon. Mais il nous a donné son secret, en fait, pour acquérir jeune, il faut bosser. Eh ben oui, c'est ça. Bravo Laurent pour cette bonne parole. Merci, on va terminer cette partie avec Olivier. Quelque chose à rajouter sur les obligations et les règles à adopter quand on achète dans du neuf? Il y a 2 documents que les gens ne regardent pas assez quand ils investissent. C'est la notice descriptive, où il y a vraiment tous les détails du programme, les matériaux, parce que beaucoup de plaquettes commerciales ne sont pas contractuelles. D'accord. C'est la notice qui est vraiment engageante. Demander la notice, donc. Oui, et vraiment l'examiner à la loupe et comparer après avec ce qui a été fait, quand c'est livré surtout. Et également le règlement de copropriété. À venir, donc. Oui, parce que ça va donner le cadre pour un investissement, ce qu'on a le droit de faire, si on veut l'exploiter. Est-ce qu'on peut faire du Airbnb ou pas, par exemple? Quel type de commerce on peut faire dans la copropriété? Est-ce que ça va générer beaucoup de nuisances? Donc, effectivement, bien regarder la spécification du logement qui va sortir de terre, qui est en commercialisation. Merci, Olivier. Toujours très précis, ce Olivier. Hein. Il est excellent. Hein. Il est très bon. Il est très, très bon. Michel Ferracci, notre invité du samedi, est déjà avec Jean-Philippe pour nous parler un petit peu de son parcours incroyable. Mais juste avant, le petit récap qui va bien. En France, en 2024, seulement 330 900 logements ont été autorisés à la construction, soit près de 12% de moins qu'en 2023 et 28% de moins qu'en 2019.
Le prix des terrains et du bâti des projets progresse quant à lui de plus de 6%. Enfin, le coût de construction des maisons individuelles augmente de 5,6% en 2023 pour des surfaces équivalentes. Le prix du mètre carré des terrains subit une hausse, lui aussi, en moyenne de 8,8% sur tout le territoire. Et oui, la Corse à l'honneur, Bruno, le Corse à l'honneur, le comédien corse Michel Ferracci. Bonjour Michel. Bonjour Jean-Philippe. Si vous ne connaissez pas son nom, évidemment, vous le reconnaissez tout de suite parce qu'on te voit partout en ce moment, au cinéma notamment. On aurait dû aller en Grèce. C'est un film qui est sorti en novembre avec Gérard Jugnot. Ouais. Voilà, avec Gérard Jugnot notamment, avec une histoire d'une famille qui devait aller en Grèce comme d'habitude, mais qui finalement va en Corse. Et là, évidemment, il y a des quiproquos, il y a des voisins un petit peu gênants. Et puis il y a Michel Ferracci. Oui, en gros, c'est une famille qui chaque année part en Grèce. Et là, ils ont décidé, ils se font prêter une maison pour aller en Corse. On est toujours dans l'immobilier. Ouais, toujours, évidemment. Ouais, voilà. Donc, ils arrivent, sauf que le propriétaire, celui qui leur prête la maison, a des casseroles. Ah. Il a mis enceinte ma sœur, il a escroqué mon grand-père, et ça part de tous les côtés. D'ailleurs, on aurait dû aller en Grèce, c'est un film, mais au départ, c'est une pièce de théâtre que tu vas jouer au gymnase. Alors, à l'origine, Pierre-Marie Mosconi, l'auteur, il y a 7 ou 8 ans, me propose ce scénario pour une pièce de théâtre. Il me dit, tiens, tu as le rôle d'Antoine. Et je lui dis, mais attends, il faut en faire un film. Donc on a réécrit. Tu es au départ de l'adaptation. Je suis au départ de l'adaptation. Donc on a réécrit, on en a fait une comédie. Ensuite, Nicolas Benamou s'est joint à nous. Alors Nicolas Benamou, pour la petite histoire, c'est lui qui au départ était le caméraman. Moi, je le connais bien parce que dans Morning Live, c'est lui qui filmait tous les sketchs de Michael Youn et qui l'a suivi après. C'est un talent pur. Il était avec Philippe Lachaud dans Babysitting. C'est vraiment un grand talent de la réalisation. Donc il a fait le film. Et là, à partir du 23 janvier... Le théâtre au gymnase, c'est une pièce produite par Richard Bessis, metteuse en scène Anne Bourgeois, avec Daniel Russo, Ariane Séguillon, entre autres, et Frédéric Poggi, qui joue avec moi dans le film, qui est là aussi. Et tu joues le même rôle, tu joues le rôle d'Antoine. Le rôle d'Antoine, oui. Voilà. Mais c'est un peu différent. La pièce est un peu différente. On ira voir, donc à partir du 23 janvier au gymnase. Et puis quelques jours après, la sortie d'un autre film, Le Mohican, où tu joues également. Alors Le Mohican, c'est l'histoire d'un berger qui a des terres au bord de mer, qui ne veut pas vendre, bien sûr. Ouais. Et il y a un mafieux, donc... une famille de mafieux qui veulent acheter ce terrain pour faire un projet immobilier. Et c'est réalisé par Frédéric Farouche. Farouche, oui. Voilà, sauf qu'il ne veut pas vendre. Et ça se passe mal, et après, il y a une course-poursuite. Voilà. Et alors, c'est un film qui promet, parce qu'il a été sélectionné à la Mostra de Venise. Oui, c'est ça. Donc ça vous donne aussi un peu la qualité de ce film. J'ai l'impression que tu es en train de monter en gamme. On va le revoir tout à l'heure. On va voir ça avec ton parcours. C'est un parcours incroyable qui fait de toi aujourd'hui le comédien corse que l'on voit le plus. Mais... peut-être que tu vas devenir autre chose qu'un comédien corse, ça on va en parler. J'espère, déjà je suis un comédien tout court. Voilà, donc on est avec le comédien tout court, Michel Ferracci, et on se retrouve tout à l'heure pour l'autre partie d'interview. Deuxième partie d'émission, on le voit dans cette émission, une vraie crise dans le neuf a eu lieu en 2024. 2025 s'annonce peut-être un petit peu meilleur. J'ai pris quelques chiffres. Les prix dans le neuf ont chuté de 5 à 10% dans certaines zones en 2024. Les délais de livraison sont allongés de 18 à 24 mois. Et près de 30% des projets des promoteurs ont déposé le bilan en 2024, ce qui a laissé des centaines d'acheteurs sur le carreau. Pour parler plus précisément de ce sujet, 4 expertes au top avec Audrey, Nelly, Sabrina et Stéphanie. L'Est contre le Sud. Attention, Audrey, Thionville. Thionville, exactement. Metz, pour Nelly, Montpellier et la région de Montpellier avec une ville que j'arrive pas à prononcer. Non, tu l'aimes pas. Courlon-Sec. Courlon-Sec, ta première dans l'émission. Exactement, je suis ravie d'être ici, merci. Bon, alors le neuf est en crise en 2024 et en début 2025. Donc les promoteurs
promoteurs redoublent d'astuces pour attirer les acheteurs, parce que ça a été compliqué. Voilà. Nelly, on commence par toi. Quelles sont les opportunités qu'on peut avoir parmi les... Alors en fait, il y a beaucoup d'opportunités dans le neuf. On appelle ça les queues de programme. Donc ce sont les fins de programme, les lots invendus. Ah ouais. Donc ça va être des appartements qui vont être peut-être situés au nord. C'est ça, les moins bien, quoi. En fait. Voilà, les grands volumes, les grands appartements, parce qu'en fait, ce qu'il faut savoir, c'est qu'il y a des gens aujourd'hui qui achètent, qui font du Airbnb. Donc les grands appartements dans le neuf ont la cote et on peut les acheter à moindre coût. Oui, on le dit, parce que dans les programmes neufs, en général, ce qui part, c'est le dernier étage, les appartements bien exposés, avec balcon, etc. Alors, comment il faut s'y prendre? Il faut tout de suite, au niveau, réserver en fait tout de suite un appartement sur plan, pour bénéficier finalement d'une bonne remise, ou soit tout à la fin quand le programme est terminé. C'est ça, et c'est ton cas, c'est ce que tu expliquais. Voilà, alors moi je suis en train de regarder justement pour un appartement témoin qui se situe au nord et en rez-de-chaussée, sans extérieur. Je dirais pas, hein. Donc... je ne voulais pas t'inviter. Hein. Tu le vends très bien. L'appartement au nord, au rez-de-chaussée, en sous-sol. Oui, mais en fait, c'est un faux problème parce que finalement, aujourd'hui, il y a une pénurie de logements locatifs. Donc, même si tu achètes un appartement qui est situé au nord, tu l'auras quand même toujours. C'est ça, ok. Alors, on le voit, hein, il y a des promotions en regardant la presse et en préparant cette émission. Un appartement acheté, un appartement offert. Enfin, bien un sûr. Grand appartement acheté, un petit studio offert, quand même. Il y a des trucs à ce point-là, ou une pièce en plus, etc. C'est les cuisines. Les cuisines sont offertes et on en parlait justement ensemble. La cuisine offerte, c'est quand même Alors, qu'est-ce que vous conseillez, les filles, à nos téléspectateurs pour aller négocier avec les promoteurs? Audrey? Alors, moi, je dirais déjà l'avantage, c'est qu'aujourd'hui, ils proposent tout de suite une exonération de TVA. On a les frais de notaire réduits. Et ils proposent de plus en plus de services. Donc, notamment, si on vous propose un carrelage type, peut-être demander à avoir une meilleure qualité. Une salle de bain, pourquoi pas. Généralement, ils mettent une baignoire basique, de se dire, bah non, je vais plutôt avoir une douche italienne, et ainsi de suite. Et ça, c'est des choses qu'il faut négocier. On peut tirer un peu sur la corde. On peut tirer un petit peu aujourd'hui, On a Tiffany qui a été voir un constructeur de maisons individuelles qui se plaint. Il explique les problèmes que les promoteurs rencontrent aujourd'hui en 2025. Alors une maison neuve par rapport à une maison ancienne, je vais prendre l'exemple de ce pavillon-ci. Nous ici, le produit comme il est là, on le facture 300 000 €. À ça doit s'ajouter le prix du terrain, les viabilisations, les aménagements extérieurs. On peut compter une enveloppe de 100 000 €, ce qui fait, pour ce produit-ci, on serait sur du 400 000. Par contre, on est sur un produit neuf, sous garantie, avec des matériaux qui sont performants. On n'a pas de frais de notaire sur une maison neuve. Si on regarde l'un dans l'autre, on est à peu près sur les mêmes prix pour une prestation supérieure dans le neuf. Sur 2 ans, depuis malheureusement la guerre en Ukraine et l'augmentation énorme des énergies, les tarifs des matériaux ont monté de 30 à 50% sur certains produits. Ça représente 70 000 € de plus sur la facturation et par rapport à 3 ans. Bon, alors il dit, ça coûte pareil dans le neuf et dans l'ancien. Vous êtes d'accord, les filles, avec ça ou pas? Moi, je suis pas d'accord. En tout cas, c'est quand même 10 à 15% plus cher. Oui, c'est ça, on est d'accord. Après, tu fais quand même une économie sur le long terme. On avait parlé, effectivement, la taxe foncière, on a une exonération les 2 premières années. Bon. On aura effectivement moins de travaux pendant les 10 prochaines années, puisque l'ancien, avec toutes les normes, il faut rénover. Mais je pense qu'on équilibre en copropriété. Aussi. Ça, c'est sûr. Et on est au top au niveau. Stéphanie, tu en penses quoi, toi? Alors, donc, tu as la petite nouvelle. Alors, dis-nous un petit peu, de manière tranchée, si tu es pro le neuf, est-ce que tu conseilles à tes protégés, à tes clients, d'acheter dans le neuf? Alors moi, je suis plus pro-ancien par rapport à la robustesse, à l'âme, au charme des biens qui proposent de l'ancien. Ouais. Et après, dans le neuf, effectivement, c'est ce qu'on dit, frais de notaire réduits, des travaux à long terme qui seront moins coûteux. Bon. Donc, c'est un peu une balance. Je me retourne vers le notaire, parce que le notaire, lui, il a une vision très claire. La proportion entre le neuf et l'ancien en 2024, est-ce qu'on est toujours sur 20-80, c'est ça à peu près? Oui, c'est vrai que la proportion d'anciens est écrasante par rapport au neuf, surtout avec le marché actuel. Et là, le neuf, maintenant, avec la fin de la défiscalisation, il y a quand même une raréfaction des investisseurs. Oui, c'est ça. On est plus vraiment sur des gens qui veulent se loger dans des résidences principales.
Donc il y a quand même une recomposition du marché qui se fait. Qui s'opère. Alors on le verra tout à l'heure, on parlera avec toi de ça, mais les acheteurs, et le notaire est en bonne place pour conseiller les acheteurs, face à un promoteur qui défaille, a son rôle à jouer. Hein. Exactement, exactement. Et surtout, il ne faut pas arrêter le projet au moment de la signature chez le notaire, puisqu'il y a le moment du suivi de chantier et il y a surtout la livraison qui est vraiment le moment clé. C'est ça. Parce qu'il y a la défaillance totale qui est le promoteur arrête, et puis il y a la défaillance un peu plus silencieuse où le promoteur va vraiment rogner sur les prestations, la qualité de la construction pour essayer de se sortir de là. Le suivi, alors ça, effectivement, vous en tant qu'experte dans vos secteurs, j'imagine que quand vous conseillez vos acquéreurs sur ça, vous les accompagnez pour qu'ils suivent un petit peu leurs travaux. Bien sûr. Quand on construit du neuf, il y a des étapes. Donc, il y a les étapes avant d'arriver à la livraison qui, entre guillemets, aura toujours du retard, hein, sachez-le, mais ça c'est normal. Il va y avoir la pré-livraison sur les travaux, sur les cloisons, et après on va choisir le carrelage, la cuisine, et on va évoluer. Donc oui, on les suit, mais après c'est le rôle aussi du promoteur de suivre son client jusqu'au bout, parce que chaque client veut quelque chose de différent. Bon, le problème également en France, c'est toujours le problème des banques, et pas seulement pour les acquéreurs, aussi pour les promoteurs. Vous allez voir que c'est beaucoup moins facile qu'avant d'obtenir son crédit pour pouvoir réaliser une promotion. La contrainte aujourd'hui du moment dans le neuf, c'est effectivement d'obtenir nos garanties financières, c'est-à-dire d'avoir nos TAF de réservation, d'obtenir environ 50% et surtout d'obtenir les offres de prêt de nos clients, puisque c'est conditionné avec la moitié des biens vendus plus la moitié des offres de prêt acquises par nos clients pour pouvoir mettre effectivement la grue et commencer notre chantier. Puisque les clients, tant qu'il n'y a pas de grue, pas de projection, ce qui est la grosse difficulté du moment. Alors voilà, alors là, pas de grue, pas de chantier, pas d'acquéreur, pas d'acquéreur. Hein, on est d'accord. Bah voilà, c'est ça, t'as tout dit. Mais alors donc, comment on résout ce problème-là? Est-ce que vous voyez une inflexion? Est-ce que les banques sont quand même un petit peu plus ouvertes au prêt maintenant, notamment pour les acquéreurs, je dirais, normaux? Alors oui, depuis le début de l'année, tout doucement. Bon, il y a eu une baisse des taux en fin d'année, donc ça nous a aidé un petit peu. Attention à la hausse qui va arriver, hein, on le sait tous. Il y a une stabilisation, mais oui, depuis le début de l'année, il y a quand même des beaux dossiers qui sont en train de se monter, donc il faut rester positif. On se dit qu'après la pluie vient le beau temps, on va y arriver. Exactement. Alors on va avoir le beau temps, on va avoir le mauvais temps également, parce qu'il y a un promoteur qui nous explique sa baisse d'activité. Alors pour mesurer l'activité, les choses elles sont très simples ici. Je regarde le nombre de contacts qui arrivent chaque mois, chaque année, et également le nombre de ventes. Le nombre de contacts, il a baissé, on peut dire qu'on a perdu 15% par rapport à l'année précédente. Le nombre de ventes également a baissé, 16%, parce qu'aujourd'hui, le problème, c'est pas seulement la hausse des taux d'intérêt, c'est tout ce qui est relayé dans les médias, à savoir est-ce la fin de la maison individuelle, la hausse des taux d'intérêt, est-ce que le pouvoir d'achat va être maintenu. Donc c'est ces problèmes-là en fait qui ont engendré une baisse du nombre de contacts. Ce qui est rassurant pour nous en interne, c'est qu'on a baissé moins fort que le marché de manière générale. Comme on a connu un très bon dernier trimestre 2024, on a réalisé 50% de ventes en plus par rapport au dernier trimestre 2023. Je pense que le marché va repartir, d'autant plus qu'on a des taux d'intérêt qui semblent se stabiliser. On entend également de la part des courtiers qu'ils devraient descendre. On a parlé également d'après à taux zéro. Donc tous ces éléments-là nous laissent espérer que l'année va être meilleure que l'année précédente. Ah bah un petit rayon de soleil avec ce charmant promoteur. Oui, il est plutôt optimiste. Après, ils ont une bonne équipe. Ils sont assez actifs et dynamiques sur le secteur. Alors lui, c'est une chose, mais il a l'air de dire que d'un point de vue général, la situation se redresse un petit peu. Est-ce que dans le sud, vous voyez ça ou pas Sabrina? Il met le point quand même sur les médias qui font peur aux gens. Ouais. Effectivement, on le sait qu'un arbre qui tombe fait plus de bruit qu'une forêt qui pousse. Donc forcément... ça calme tout le monde. Les gens, ils entendent, et je ne sais pas ce que tu en penses. Mais oui, ça met un climat de pessimisme, en fait. Ouais. Mais là, vous êtes optimiste, donc on va rectifier tout ça. Il faut que les médias font que... Mais en fait, finalement, c'est peut-être pendant la crise qu'on fait les meilleures affaires. Ah, ça aussi. Ça, oh, quelle belle réflexion. J'aurais envie de terminer l'émission là-dessus. J'aimerais qu'on fasse un petit focus. On a préparé un petit diagramme pour une petite illustration pour... comparer le neuf et l'ancien. Alors, on le voit, hein, les chiffres sont parlants. Qu'est-ce que ça vous inspire, les filles, hein? Dites-moi.
Alors vous voyez, prix d'achat 240 000 dans le neuf, c'est plus cher que dans l'ancien. Mais après, les frais de notaire, les charges, l'entretien, etc., on arrive à 281 000 € au total pour le neuf, pour un appartement. Et finalement, 289 000 € pour de l'ancien. C'est le choix. Les gens préfèrent miser sur l'avenir et voir un appartement sans travaux ou le charme de l'ancien. Chacun choisit, quoi. Et bien là, c'est le moment de se retrouver une nouvelle fois vers Olivier. Alors, finalement, à l'appui de ces chiffres, on voit que finalement, le neuf et l'ancien, pareil. Exactement. Le prix affiché n'est pas le seul critère, hein, puisqu'il faut voir... il faut se projeter sur 10 ans, puisqu'en plus, l'immobilier, c'est quand même un investissement de long terme. Ouais. Donc, quand on réfléchit et qu'on prend ces décisions-là, je pense qu'il ne faut pas se focaliser uniquement sur le prix d'achat. Tous ces paramètres... Très bien, merci Olivier. Alors, moi, j'aimerais, les filles, qu'on finisse un petit peu cette partie pour donner, je dirais, aux téléspectateurs qui veulent acheter dans le neuf, puisque là, on voit un petit rayon de soleil. Qu'est-ce qu'on peut donner comme conseil pratique pour ne pas avoir ce genre de désagrément? On en a parlé tout à l'heure, justement. Oui, on en a parlé. Moi, je pense qu'il faut déjà bien étudier le contrat de construction avec son notaire. On l'a vu avec Olivier en début de temps. Ouais. Après, il y a des façons de pouvoir se rassurer. Oui, bien regarder le cahier des charges, attendre finalement que les 50% soient déjà vendus, peut-être. Ah oui, alors ça on le dit, hein, ça c'est important pour avoir des chances que le projet aboutisse. Regardez, questionner le promoteur sur le nombre de réservations qu'il a. Regarder un petit peu son parcours, se renseigner sur les assurances. Parce que ça c'est important. Et on peut aussi aller voir l'historique du promoteur. Je pense que dorénavant, chaque promoteur a des avis, je ne cite pas, mais vous allez lire les avis et vous verrez ce qui est construit et comment il construit. Bon, Nelly, tu as ton frère qui a une belle histoire. Alors, il a eu une histoire incroyable. Ouais. Alors, mon frère Philippe, que je salue d'ailleurs, je peux lui faire un petit coucou? Oui, tu peux, oui. Coucou. Voilà. Alors, coucou Philippe, hein, on peut lui dire coucou là, parce que coucou Philippe, hein, voilà, très bien. Bon. Alors, mon frère a acquis un terrain justement sur la zone de Mésange, là où tu proche de chez moi. Proche, voilà. Il y a 20 ans, 130 000 €, donc c'est une zone artisanale avec un permis de construire, etc. En pleine expansion, donc il s'est dit un jour, bah tiens, je vais garder ça en patrimoine, en réserve foncière. Donc la parfaite erreur. Et donc 20 ans après, il trouve un acheteur, il décide de le vendre. Donc il trouve un promoteur qui souhaite construire un paddle en fait. Donc il signe un compromis à 430 000 €. Donc ah ouais, bonne affaire. Ouais, pas de conditions de prêt, les délais de permis purgés, etc. Et le coup près tombe à quelques jours de la signature, un arrêté de la préfecture qui a été délivré, qui précisait que le terrain a été déclassé en zone non constructible par rapport à une protection. On en parlera avec le vice-président du Sénat en troisième partie, parce qu'effectivement, là, les pouvoirs publics qui délivrent au compte-gouttes les permis de construire ou modifient les PLU, c'est des choses que vous vivez au quotidien quand vous êtes en train d'acquérir, et ça, c'est quand même la plaie. C'est quand même la plaie. Les filles, vous avez été parfaites. On va terminer cette partie avec un petit élan du cœur. Tiffany et Jean-Marie du Nord nous ont proposé de faire le burger Proprio à tout prix, un burger du cœur, dont tous les bénéfices seront reversés à une association caritative. Mais juste avant de voir ce reportage qui vient du cœur, justement, le petit récap de cette partie. Durant les 3 derniers trimestres de 2024, les ventes ont augmenté avec plus 4,6%, notamment sur le dernier trimestre. Cette augmentation concerne les appartements en habitat collectif avec une hausse de 4,7%, mais aussi les constructions individuelles en hausse de 3,7%. Les réservations de logements neufs concernent à 55% les particuliers et à 45% les institutionnels. Nous voilà! Bonjour Bruno. Bonjour Sandy, comment ça va? Ça va bien et toi? Bah super. Tu nous as trouvé? Facilement. Impeccable. Tu viens nous rejoindre? Ah bah oui, alors attention, avec plaisir. Aujourd'hui, on est à Arles. C'est bien ça. Dans le restaurant que tu as créé il y a plus de 20 ans. Et ça s'appelle La Fin de la Fin. Une sorte de diner où tu fais de la cuisine avec des produits locaux.
C'est bien ça. Sur l'initiative de Tiffany et Jean-Marie, nous allons créer le burger proprio à tout prix pour une association caritative. Pourquoi tu as décidé de participer à cette aventure? Tiffany et Jean-Marie, ils ont mis beaucoup d'énergie. Ça fait 20 ans qu'on est dans l'associatif. L'idée, elle est bonne, on est parti. Donc tu as préparé plein de produits locaux là-bas. On va faire une recette totalement originale. C'est moi qui vais choisir. On y va. Je vois que tu as préparé déjà. Oh, c'est super. Tout est prêt pour que tu choisisses les ingrédients que tu souhaites associer pour avoir le mets le plus parfait. Il y aura beaucoup de produits locaux. Hein. Je vois le maroilles là, ici. C'est bien ça. Attends, en provenance directe des caves. Alors écoute, moi je l'ai la recette. On voudrait appeler ça le burger. Le burger. Parce que ça y a du cœur. Allez, c'est parti. Un petit peu de salade, des tomates, la palette magique. Et pour terminer, la tome de Cambrai. Ah bah voilà, ça gagne ça. Donc ça. Là, on va mettre à toaster un petit peu. Voilà. Je sens que ça va être bon. Attention. Et voilà, et le mariage heureux. Merveilleux. C'est sublimissime. Alors je goûte, hein. Attention. Hein. Oh, j'adore. Bon alors vous venez nombreux, hein, parce que là... Moi j'en conclus que c'est validé alors. Bah, c'est complètement validé. En tout cas, moi ce qui me plaît beaucoup là-dedans, c'est la cause caritative. Au-delà que ça va être excellent. On va pouvoir mettre en avant la cuisine locale et également mettre en avant une association. On voudrait que ce soit pour les SDF en particulier. Que c'est pas normal qu'en 2024 et en 2025, il y a encore des gens qui soient dehors. Là, un petit moment de bonheur, un petit moment de chaleur grâce à Sandy et sur l'initiative de Tiffany et Jean-Marie. Tous les bénéfices seront intégralement reversés à une œuvre caritative pour les SDF. Les gens du Nord, en général, vous avez du cœur? On a du cœur, on n'a peut-être pas beaucoup de soleil, mais le soleil, on l'a dans le cœur. Eh ben voilà. Pas beaucoup de soleil, effectivement, mais beaucoup de cœur dans cette initiative spéciale Proprio à tout prix. Vous l'avez vu, vous pouvez participer en consommant ce burger spécial Proprio à tout prix avec nos nouveaux experts. Et je dois avouer que je suis assez fier de recevoir dans cette troisième partie monsieur le vice-président du Sénat, Loïc Hervé, grâce à Francis. Vous représentez dignement la Haute-Savoie tous les deux et on est très heureux de te recevoir, Loïc. Merci. Alors on a également Montpellier et le Beaujolais-Val-de-Saône qui sont représentés. Dans cette troisième partie, vraie crise ou fausse frayeur pour le 9. Qu'est-ce que le Sénat et en particulier Loïc en pense? D'abord, c'est un secteur qui est absolument vital pour l'économie française. C'est un secteur qui est porteur, le secteur du bâtiment, du logement en particulier. Et c'est vrai que depuis maintenant plusieurs années, avec les différentes crises qui se sont succédées, et notamment la crise de l'inflation et la hausse des taux, ça fait qu'aujourd'hui, en 7 ans, le nombre de logements produits s'est effondré de 40%. Ça. Et les actes de vente ont diminué de 20%. Donc c'est vraiment une situation qui est extrêmement inquiétante pour le gouvernement, mais aussi pour le législateur que nous sommes, de savoir comment on peut faire en sorte que ce domaine puisse retrouver des couleurs et que surtout les Français puissent continuer à avoir ce qu'on appelle le parcours résidentiel, c'est-à-dire une capacité de passer d'un logement à l'autre en fonction de leurs besoins et qu'on puisse continuer, qu'ils soient locataires ou qu'ils soient propriétaires, ou qu'il soit propriétaire louant à un locataire, c'est bien les différentes situations des Français, être en capacité d'avoir un secteur du logement qui aille beaucoup mieux. Est-ce que toi, en tant que parlementaire, tu vois une vraie prise de conscience de cette crise du logement auquel on fait face en ce moment? Alors, la première prise de conscience pour les sénateurs que nous sommes, c'est la réalité vécue par les maires dans les communes. Et nos interlocuteurs, nous les sénateurs, c'est plutôt les élus locaux. Donc en permanence, cette question, et singulièrement en Haute-Savoie ou en Auvergne-Rhône-Alpes, cette question du logement, c'est une question qui est permanente pour le sénateur que je suis. Donc crise du logement, difficulté d'accéder au logement, la question de la rénovation, enfin tous ces sujets-là sont des sujets qui nous viennent aux oreilles en permanence. La question des outils est une autre question, parce que pour soutenir le logement, ce sont des milliards d'euros qu'il faut pour rénover le parc de l'ancien,
qui est quelque chose de très important, puisque le logement, c'est le 4e émetteur de gaz à effet de serre. Donc si on est toujours dans une logique d'améliorer les choses et aussi de réduire les charges pour les propriétaires locataires, c'est quelque chose de très important, mais ça coûte très cher. Et puis si on veut soutenir la production de logement, que ce soit du logement locatif, du logement en primo-accession, du logement social, ça demande beaucoup d'argent. Et puis on a eu cette année l'extinction progressive du dispositif Pinel, qui est en fait l'héritier, ce dispositif de tous les... Quand j'étais enfant, c'était Périsol, ça, comme ça. Voilà, donc ça touche... Parasol. Et en fait, chaque année, une année après l'autre, on a toujours maintenu un système qui permet à des propriétaires de défiscaliser sur l'impôt sur le revenu. Et ça, c'est quelque chose qui est alors très difficile à quantifier en termes d'apport, mais qui permet aussi de soutenir la production de logements. Alors, effectivement, sur l'investissement, on est d'accord, il faut que ça soit les promoteurs, les privés qui, effectivement, se bougent. Mais, par exemple, la délivrance des permis de construire qui ont chuté en 2023 et 2024, est-ce que, là, l'État n'a pas quelque chose à faire? Et quelle est la position d'un sénateur comme toi pour faire avancer les choses? Alors, simplifier. C'est trop compliqué aujourd'hui d'obtenir un permis de construire. Il faut simplifier. Quand un politique dit ça, en général, on se dit qu'il y a un loup. Mais moi, je le crois fondamentalement. Je veux dire, les délais sont trop longs, les procédures sont trop longues, elles sont redondantes. Il y a tout le domaine du contentieux, qui ne dépend pas que du Parlement, qui dépend aussi évidemment des juridictions. Et puis, on a la RE 2020 ou le ZAN, qui font qu'on a un renchérissement aussi. Des conditions dans lesquelles on peut réaliser. Donc il y a une nécessité d'intervenir de manière structurelle sur la question de la... On l'a vu dans cette émission, baisse des permis de construire, hausse des prix des matériaux, difficulté des promoteurs, beaucoup de promoteurs, plus de 300 qui ont déposé le bilan en 2024. On en parlait, Marie. Oui, moi je voudrais apporter une petite précision. Donc en 2024, il n'y a eu que seulement 250 000 logements construits. Il faut remonter 70 ans en arrière pour avoir un nombre aussi faible, alors qu'on est 20 millions d'habitants en moins. Donc à un moment donné, ça va poser problème. Bien sûr, et surtout, ça empêche les familles françaises. Je pense notamment à la génération qui est celle du travail, c'est-à-dire qui a 30, 35 ans, qui s'installe dans la vie, et c'est le cas dans nos départements, je pense à Montpellier, à la région lyonnaise, à la Haute-Savoie, où en fait les gens vivent dans un appartement avec une pièce en moins. Oui, c'est ça. Donc c'est des parents qui vivent dans le salon, plusieurs enfants dans les chambres, etc. Donc ça ne va pas du tout. C'est-à-dire qu'en fait, en termes de cohésion sociale et de fonctionnement de la société, on a une vraie difficulté. Et en dehors des 4 millions de Français qui vivent dans des logements insalubres, il y a aussi cette question de Français et notamment d'une génération qui est en train de faire le deuil quelque part de la villa individuelle. Il faut leur donner une capacité. Si on veut mettre du monde en ville et densifier, il faut donner des conditions de vie en ville qui soient bien meilleures. Et donc là pour le coup, le rôle de la puissance publique est fondamental. Et notamment le rôle des parlementaires, de l'État, mais aussi le rôle des élus locaux. Parce que c'est eux qui savent le mieux ce dont la population a besoin et parfois a envie. Alors on a envie de terminer un petit peu cet échange. Est-ce qu'il y a une exclue de Loïc Hervé sur un dispositif Pinel de remplacement dans les mois qui viennent? On va apprendre quelque chose. Est-ce qu'il y a des choses qui peuvent arriver? On a usé 4 gouvernements en 2024. Je fais partie de ceux qui souhaitent la plus grande stabilité politique du gouvernement de François Bayrou dans les mois qui viennent. Il a auprès de lui Valérie Létard, qui est une ancienne sénatrice, une ancienne ministre, proche de Jean-Louis Borloo, qui est une très grande connaisseuse de la question du logement. Et la Commission des affaires économiques du Sénat a fait un certain nombre de propositions, notamment pour qu'on ait à nouveau un dispositif fiscal d'accompagnement. Mais il faut qu'on aille aussi sur les questions d'exonération de frais de succession quand cet argent-là est investi dans la résidence principale, et puis qu'on ait vraiment une ambition pour le logement. Et je pense que Valérie Létard est la bonne personne au bon endroit pour peu qu'on ait une capacité du gouvernement de survivre à l'adoption du budget pour 2025. Donc il y a quelques dispositions dans le budget 2025, pas autant qu'on le souhaiterait, mais de manière durable, il faut peut-être une loi logement, enfin, une loi qui simplifie, une loi qui accélère, et en se disant, et peut-être la plus grande difficulté qu'on a trouvée sur le Pinel, c'est l'évaluation. C'est combien on injecte et combien ça rapporte. Et peut-être qu'on soit capable d'avoir un dispositif fiscal à meilleur rendement, parce qu'il faut que vos téléspectateurs le sachent bien. L'argent qu'on injecte,
dans le logement, les impôts. C'est les impôts des autres. Donc c'est nécessaire d'avoir un cercle le plus vertueux possible. Bon, merci Loïc. Alors on va se retourner vers notre notaire spécialiste. Olivier, est-ce que dans les acheteurs dans le neuf, on a vu qu'il y avait un problème, quels sont les recours de ces acheteurs et est-ce que le notaire a quelque chose à apporter à ces acheteurs qui sont dans la difficulté des logements qui ne se finissent pas avec les promoteurs en faillite ? Alors effectivement, déjà, le notaire a un rôle en amont, puisqu'il va vérifier la solidité de la garantie financière d'achèvement, qui est obligatoire, mais il va vérifier sa qualité. Qu'elle n'est pas en chocolat, comme on dit familièrement. Après, une fois que la situation survient, malheureusement, sa mission de conseil peut se poursuivre auprès de son client pour l'accompagner. Et donc, soit ça se résout amiable, mais c'est très rare, avec une restitution des sommes versées et une résiliation du contrat, mais c'est rarissime. Sinon, c'est le fameux mécanisme de garantie financière qui s'enclenche. Et ce mécanisme est protecteur, mais il est long à mettre en œuvre. C'est ça, il faut retrouver un autre promoteur qui reprend les travaux. C'est assez compliqué. Alors, cette troisième partie, c'est aussi une partie interactive, monsieur le sénateur. Et tout de suite, alors, la première question, c'est le FIMO. Bonjour Stéphanie de Monceau, quelles sont les aides fiscales qui justifieraient d'un achat dans le neuf ? Alors les aides fiscales, on vient d'en parler, effectivement. Alors les aides fiscales, il va y en avoir ou pas, monsieur le sénateur ? On est un peu dans le flou. Là. On est dans le flou d'un dispositif qui supplanterait ou succéderait au dispositif Pinel. Ça n'est pas exclu, ça coûte beaucoup d'argent, je le dis, sur plusieurs années, c'est en milliards d'euros. Et le Pinel finira de produire ses effets en 2038. Donc c'est vraiment des dispositifs de très long terme, puisqu'il s'agit vis-à-vis des propriétaires qui ont le courage de s'engager, d'investir, d'endosser un certain nombre de risques. Le risque étant les impayés, le risque étant de ne pas trouver de locataire. Vis-à-vis de ces propriétaires-là, la capacité de leur garantir une durabilité. Et surtout, dans ce dispositif-là, par rapport à votre téléspectatrice, c'est le déclic. C'est-à-dire, j'ai de l'épargne, j'ai quelques revenus, je veux défiscaliser. À quel moment je fais la bascule et je prends ma part de risque pour dire, sur les 20 ou 25 ans qui viennent, je vais me lancer dans cette aventure. C'est important. On voit que les dispositifs fiscaux sont souvent déclencheurs d'un investissement immobilier parmi les Français. Absolument. Et s'il n'y en a pas, moins d'investissement. Moins d'investissement. Bon. Et on manque de logements aujourd'hui. On manque de logement. Deuxième question. Bonjour, Alexis de Lyon. Faut-il se tourner vers des grands promoteurs pour éviter les mauvaises surprises ? Peut-être se retourner une dernière fois vers Olivier. Quelles sont les garanties que l'on peut avoir et qu'est-ce qu'on doit vérifier quand on est un client potentiel pour le neuf sur le promoteur ? Sur le promoteur, on peut faire des recherches. Il y a beaucoup de ressources en ligne. On peut vérifier maintenant la santé financière d'une entreprise assez facilement. On peut vérifier aussi l'historique de ses réalisations. Est-ce que la société a 20 ans derrière elle ou est-ce qu'elle a été créée il y a 1 an et demi ? D'accord, mais est-ce que toi, en tant que notaire, c'est plus risqué d'acheter avec un promoteur local ou avec... C'est un peu comme les banques. En réalité, plus une banque est grosse, plus, si elle a des grandes difficultés, les pouvoirs publics vont être susceptibles de la soutenir. J'aurais pas de réponse encore aujourd'hui. On sera peut-être... en fait, c'est le bon sens, en fait, Sabrina. Pour moi, le bon promoteur, c'est celui qui va tenir ses promesses. Petit ou grand, il faut qu'il aille jusqu'au bout de son projet. Et un bon promoteur, c'est celui qui quitte pas son navire. Pour moi, il est là, il est présent, il assume. Après, que tu sois un gros promoteur ou un petit promoteur, tu vas avoir toujours les mêmes difficultés. Donc, la main-d'œuvre qualifiée, c'est ça, qui manque. Les matériaux, les coûts des matériaux qui ont augmenté, et puis les taux d'emprunt. Donc, du coup, ça reste bloqué pour le petit et pour le gros. Je veux dire que petit et grand, ils ont la même problématique. Ils ont la même problématique aujourd'hui. Et en cas de difficulté, le petit peut aussi revendre le projet à un gros promoteur. Très bien. On l'a dit dans cette émission, effectivement, vraie crise ou fausse frayeur. Je pense qu'on vous a donné beaucoup d'éléments. Merci, monsieur le vice-président du Sénat. Avec plaisir. Ça a été très éclairant. Merci à vous également, les experts, vous avez été toujours au top. Jean-Philippe est avec Michel Ferracci, c'est l'invité du samedi. Encore un invité exceptionnel et on a hâte d'en savoir un petit peu plus. C'est à toi, Jean-Philippe.
Oui, toujours avec Michel Ferracci, qu'on retrouve à l'affiche de On aurait dû aller en Grèce. Ça, c'est le film qu'on retrouvera au Gymnase en pièce de théâtre avec, bien sûr, Michel Ferracci à partir du 23 janvier. Et dans Le Mohican, un autre film signé Frédéric Farucci, cette fois-ci, ce sera en février. Mais j'aimerais, dans cette partie d'interview, revenir sur ton parcours. Tu es né en Corse, évidemment, mais pas n'importe où en Corse, dans le petit village de Kenza, c'est ça? Non, alors, je suis né à Ajaccio parce qu'il n'y avait pas d'hôpital à l'époque. Ouais. Sinon, je suis originaire de Cuenza. C'est un petit village au-dessus de Porto Vecchio, l'Alta Rocca. Dans l'Alta Rocca, oui. Voilà. Mais mon père avait un café à Porto Vecchio. Voilà, il était à la fois agriculteur, c'est ça, et en même temps il avait un café à Porto Vecchio, et qu'il tenait avec ta maman. Où tous les commerçants du coin venaient le matin, les bouchers, les boulangers. Tu as grandi dans cette ambiance? Oui, c'est ça, ouais. Le malheur arrive avec le décès de ton papa? Il arrive... je ne m'attendais pas du tout parce qu'il n'était pas malade et il est mort subitement. Et c'était une période où je rentrais au sport-études. J'étais pris pour le sport-études de Bastia. Je devais être footballeur. Dans quel sport? Le football. Footballeur. Donc, pour aller au centre de formation. Et donc, je passais un concours. Lui, il savait que j'étais pris, mais il ne me l'a pas dit. Et il est décédé, je l'ai appris après. Ah, il n'a pas pu te l'annoncer? Non, il n'a pas pu me l'annoncer. Il n'a pas pu profiter avec toi? Non. Et toi, il y a un café à prendre, il y a un café à gérer, il y a un café à tenir avec ta maman? À l'époque, j'ai 13 ans et demi, 14 ans. Ma mère se retrouve seule avec ma sœur et moi. Je pars à l'école donc en sport-études, mais au bout de 2 mois, j'arrive pas, je veux pas laisser ma mère seule, donc je retourne. Je travaille au café en même temps que je vais à l'école. En fait, tu quittes la Corse pour monter à Paris? Je suis monté, je travaillais dans un cercle de jeux à Paris, puis dans un autre. Et là, c'est un hasard pur, c'est Éric Rochant et Pierre Leccia qui tournent Mafiosa. Avant ça, il y a autre chose. Il y a Bernie Bonvoisin, le chanteur de Trust, qui est réalisateur des Démons de Jésus. Et des fois, je le voyais, j'étais au cercle, et il me faisait comme ça, il me suivait, il m'a dit, il faut que tu fasses du cinéma. Et un jour, il me dit, fais-moi un essai. Je ne voulais pas, et puis je lui fais, il me dit, non, il faut que tu continues. Et vient ce jour où Éric Rochant, et Pierre Leccia viennent me voir, me disent voilà, on aimerait que tu sois dans Mafiosa. Voilà, on tourne Mafiosa ici, c'est ça? Et c'est la saison 2 de la série. 2. Je fais 2 épisodes et je meurs. Et Éric Rochant, à la fin, me dit je suis content de cette saison, mais je suis malheureux que tu sois mort. Donc, on va te faire revenir dans la saison 3. Et donc là, il se bagarre un peu avec le diffuseur en disant je veux faire revenir Michel Ferracci. C'est ça, hein, je crois que l'histoire, c'est ça. Canal+ ne voulait pas parce qu'ils ont dit, avec tous les comédiens il est mort. Et bien, il a réussi. Il a réussi à me faire revenir. J'ai fait la saison 3 et la saison 4. Et voilà, Michel Ferracci ressuscite. Et là, ça va commencer comme ça. Et puis, on va te faire tourner. Donc, on va sortir des séries pour aller dans les films. Tu vas commencer tes premiers films. Et ensuite, je rencontre Pierre-Jacques Bénichou, un directeur de casting, par hasard, sur un essai. Et il m'attend à la sortie. Il me dit, non, il faut que tu continues le cinéma. Et voilà, après, j'ai eu l'agent et ça, tout s'est enchaîné. La grande boucle, Une affaire d'État, comme Les 5 doigts de la main, Captain Marlowe aussi, parce que ça, c'est aussi... 2, j'en ai fait 2. T'en as fait 2, cette fameuse série très populaire. Je viens de faire un deuxième là, avec Émilie, justement, ma femme, avec Émilie Dequesne. Hein. Et j'ai tourné 2 fois avec Lucas Belvaux aussi. Profilage aussi. Profilage aussi. Voilà, on te voit partout. On va revenir au côté Corse quand même, parce qu'on est une émission qui parle beaucoup d'immobilier. On a des consultants d'ailleurs en Corse. Tu as une maison en Corse? Oui, bien sûr. Et à quoi elle ressemble? Alors, la maison de ma mère est en plein centre-ville, au Tavone ou à Porto Vecchio, au-dessus du bar qu'on avait. Mais moi, j'ai récupéré la maison de mon grand-père et de mon oncle, Paul, qui m'a élevé. C'est une maison de campagne, une vieille maison en pierre. Voilà. Et quand on parle d'immobilier en Corse, on se dit toujours, quelqu'un du continent, il ne peut pas venir vivre en Corse. Non, c'est pas vrai. Est-ce que ça, c'est encore vrai? Non, c'est pas vrai. Pour moi, c'est pas vrai. Mais voilà, c'est une légende. Et puis, il y a plein. À Porto Vecchio, chez moi, il y a 5000 ou 6000 résidences secondaires. Donc, la preuve. Et ça, c'est pas un problème? Attends, non. C'est un problème pour nous, les Corses en bas, parce qu'il y a des gens qui vendent des terrains, des gens qui achètent, qui ont des sous, qui construisent des maisons, et qui vendent et qui louent. Et ça ne nous plaît pas trop. Ouais. Et parce après, que les Corses, les locaux, ils n'arrivent plus à trouver pour se loger. Après, si toi, tu viens, tu achètes un terrain, tu construis ta maison, tu vis en bas, tu t'adaptes et tout, il n'y a aucun souci avec ça. C'est le côté spéculation. La spéculation, voilà, il y a un combat contre la spéculation. D'ailleurs, on en parle dans le film avec humour, On aurait dû aller en Grèce, on peut en parler aussi avec humour. Et on en parle dans le Mohican. Alors, dans le Mohican, je suis d'un côté, et dans On aurait dû aller en Grèce, je suis de l'autre. C'est-à-dire, tu fais quoi dans le Mohican? Mohican, je fais partie d'un mafieux qui va le pousser à vendre son terrain pour faire des mobiliers.
Et dans On aurait dû aller en Grèce, je dénonce ça. Qu'on a profité de la vieillesse de mon grand-père pour lui acheter ce terrain, une bouchée de pain, quoi. Michel Ferracci était avec nous dans Proprio à tout prix aujourd'hui. On en sait beaucoup plus sur toi et on a envie de te voir donc dans quelques semaines dans Le Mohican. Donc c'est le film qui sort, qui est d'un autre, voilà, Frédéric Farucci. On t'a vu et on te voit encore d'ailleurs dans On aurait dû aller en Grèce, le film, et on te verra à partir du 23 janvier au Gymnase dans On aurait dû aller en Grèce, le théâtre. Voilà, il est partout, Michel Ferracci. Il fallait qu'il soit nos propriétaires à tout prix. Merci beaucoup. Comme on dit, à bientôt. A presto. A presto. Allez, à presto, Michel. A presto. Ciao, merci. Ciao, merci. Michel Ferracci, notre invité du samedi, extraordinaire encore une fois. Une histoire vraie, une histoire authentique comme on les aime dans Proprio à tout prix, avec ce vrai Corse qui fait du vrai cinéma, avec un vrai talent. On va le retrouver dans quelques jours dans Le Mohican. Le Mohican, il faudra suivre ça sur vos écrans. Le débrief de cette émission sur le 9, on a vu, il y a eu beaucoup de problèmes, beaucoup de morts. Une vraie crise. Une vraie crise en 2024. Il y a une petite éclaircie en 2025 qui s'annonce. C'est le moment d'investir dans le 9. Voilà, faites confiance aux promoteurs qui sont encore là, qui ont tenu bon, parce que ce sont souvent les meilleurs, mais il faut juste savoir où on va et quel est notre projet. Et ces promoteurs qui sont encore sur le marché font des offres extraordinaires. Regardez autour de vous, regardez un appartement acheté, une pièce offerte, enfin, les frais de notaire offerts, enfin, ils sont très très généreux en ce moment, nos promoteurs. Voilà, et c'est pas toujours une arnaque, il faut bien faire attention. Bon, bah, c'était une très belle émission, comme d'habitude. La semaine prochaine, on retrouve qui? La semaine prochaine, j'ai un invité. Tu vas adorer. Si je te dis B-E-2-N-Y-B... Mon nom à moi, c'est Benibi. Voilà. Eh ben oui, c'est ça. Tu es prêt, il vient avec nous la semaine prochaine. Il est sur la tournée RFM 90, il revient en force. Hein. Il revient en force. Bon, ben, on n'a plus qu'à dire au revoir à nos amis, à la semaine prochaine et bon samedi. Ciao. Salut.